Chers amis, c'est un grand jour. Nous allons, dans ce type de débat, faire des propositions concrètes pour permettre à notre continent d'avancer. C'est le but de l'émission Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé. Des associations exceptionnelles, lumineuses, intelligentes, se créent ça et là, et ont des projets, ont des idées pour faire avancer le continent. Dans un monde où tout va très mal, personne ne peut le nier, on a besoin de ces associations. On a besoin de ces femmes et de ces hommes, particulièrement des jeunes talents qui ont quelque chose à dire pour que dans ce monde difficile, notre beau continent avance. Aujourd'hui, il y a une association exceptionnelle qui veut réellement mettre en avant ce que j'appelle trois pays africains du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. À un moment donné, ils se sont mis d'accord pour dire qu'il faut ce qu'on a vraiment, on appelle la souveraineté nationale, économique, culturelle, médiatique. Ce sont trois États du Sahel qui se sont mis ensemble pour parler des problèmes de ce genre. D'autres associations, évidemment, ont essayé de dire, mais pourquoi ne pas en parler sans faire de la politique politicienne? Il n'y aura pas de politique politicienne. Pourquoi ne pas parler de souveraineté économique, de souveraineté politique, de souveraineté médiatique? Et ils ont raison. Ils ont raison. Donc, Laetitia et moi, d'abord, nous sommes fiers de recevoir Madame la Reine des Reines, une beauté, une très beauté africaine, qui me rappelle un peu même ses coiffures, genre Myriam Makeba. Myriam Makeba avait des bijoux comme ça. Madame la Reine, très fière de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités à cette très belle émission et nous sommes très contents d'être au complet pour parler du prochain débat africain. Et nous avons le commissaire de cet événement, qui est M. Konaté, jeune, dynamique, talentueux, qui a certainement une bonne vision des rapports entre les pays du Sahel et les pays de la CEDEAO. Et je pense que c'est un garçon assez modéré, très cultivé, et en même temps, je pense qu'il a des pistes qu'il va certainement dévoiler tout à l'heure lors de ce débat. Monsieur Konaté, vous êtes chez vous ici, bonjour. Bonjour, monsieur l'enseignant. Au plaisir d'être là avec vous. Merci pour l'invitation. Et toujours dans cette association des États du Sahel, nous avons un ami qui n'a jamais démenti son africanité, franco-africanité. Il a toujours été partout où nous faisons des débats. Et toujours, non seulement persuasif, parce que je l'ai eu souvent dans les débats, quand il parle juste, il parle utile. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas le verbiage qui compte. Cher ami, ici vous êtes ici chez vous, bonjour. Merci et encore merci réciproque parce que sans vous, nous ne serions pas là. Ça, c'est gentil. Maintenant, la première question, je vais vous la poser. Le 28 de ce mois, cet événement à l'hôtel Méridien Porte-Maillot est un événement, jusqu'ici, quand j'en parle à mes confrères, ils disent, mais voilà un événement où nous serons là. Pourquoi maintenant, alors que les pays du Sahel ne s'entendent pas très bien, disons-le, avec les pays de la CEDEAO, pourquoi maintenant ce débat à Paris? Est-ce que vous pouvez répondre déjà avant de donner la parole à la reine? Vous, notre ami, notre ami français. Très bien, eh bien avant tout, merci de me poser cette question. Pourquoi?
pourquoi un débat africain de l'intelligence économique, parce que c'est ça le nom complet de notre événement, sur les pays du Sahel. Et pourquoi maintenant? Alors, c'est deux questions en une. Pourquoi maintenant? Ben, tout simplement parce qu'on voit que la situation du monde, de façon générale, la situation de l'Afrique plus particulièrement et la situation des pays du Sahel encore plus particulièrement est dans une position aujourd'hui, je dirais, de critique. On est en train de rebattre les cartes du monde et les pays du Sahel ben, font partie de ce jeu de cartes. Et donc, je pense que le moment est opportun. Les relations ne sont pas forcément bonnes avec les pays voisins, avec l'Europe, avec la France, avec d'autres partenaires. Et nous, ce que nous voulons démontrer, c'est que malgré des relations qui ne sont pas bonnes, on peut faire des choses et on peut améliorer la situation. Pour améliorer la situation, eh bien, il suffit d'en parler tout simplement, de montrer quels sont les aspects positifs des choses. Et c'est un peu notre objectif avec l'Institut africain de la réflexion stratégique et nos partenaires, le cabinet UNOC notamment, d'organiser ce type d'événement pour bien montrer que dans un contexte conflictuel, complexe, on peut sortir des choses positives et toujours aller de l'avant. Monsieur le commissaire de l'événement, Oui. M. Konaté, alors vous pouvez répondre à sa place aussi, à votre manière. Pourquoi maintenant et pourquoi à Paris? Pourquoi pas à Abidjan? Pourquoi pas, je dirais, à Ouagadougou? Pourquoi pas à Niamey? À Paris? Non, mais c'est très bien Bien sûr. qu'on commence par Paris pour aller après à Niamey, à Ouagadougou. Alors pourquoi Paris? Et surtout maintenant. Et c'est très important parce que quand on voit comment les djihadistes prennent en otage les populations du Niger, du Mali et naturellement du Burkina Faso, on peut se poser beaucoup de questions. Sans faire de politique politicienne, ce type de débat peut-il apporter ce que j'appelle une certaine compréhension et un certain apaisement? Monsieur le commissaire général. D'accord. Ben déjà, merci. Et comme Stéphane l'a dit, c'est vraiment le moment opportun. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi Paris déjà? Parce que Paris, du fait du lien historique qu'il y a entre ces États avec la France. Paris, parce qu'on a une forte diaspora africaine aussi de ces trois pays au niveau de Paris. Et aussi Paris, parce que les grandes décisions aussi au niveau de la diaspora se prennent à Paris. Donc aussi intéresser la diaspora parce qu'eux, ils sont loin de ces conflits. Ils ont des informations par presse interposées, etc. Donc, l'état de la situation générale, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Comme vous le savez, la presse, c'est ce qu'elle est. Les informations changent en fonction de celui qui la diffuse, celui qui la manipule. Donc, nous qui sommes sur le terrain et les personnes aussi qui partent sur le terrain, il faut qu'ils viennent relater ce qu'il y a comme réalité sur le terrain et comment aussi nous, en tant que diaspora et nous, en tant qu'Africains, et occidentaux aussi, comment on peut contribuer à ce débat et accompagner ces pays aussi dans cette dynamique positive qu'elles ont entamée aussi, qui est la souveraineté et l'indépendance. C'est vrai que c'est des notions assez, comme je dirais certains chercheurs, c'est des notions assez poussées, mais déjà, si on parle de souveraineté, nous, on va revenir à la sécurité, puisque la sécurité des territoires, la sécurité alimentaire, la sécurité économique dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a décidé d'instaurer ce débat à Paris pour parler de sécurité dans ces États. Et puisqu'il y a beaucoup de mouvements sur le terrain, etc., comment mettre ce cordon de sécurité entre les différents pays et comment renouer aussi avec de très bonnes relations avec les voisins. Parce que comme vous le savez, en Afrique, les voisins font partie intégrante de notre vie et il faut bien les prendre parce qu'un jour, on aura besoin des voisins. Monsieur le commissaire, avant de passer la parole tout à l'heure à Laetitia, la reine est là. Le rôle des femmes dans ce combat est capital. Et je vous le dis tout de suite, votre grande sœur Myriam Makeba, avant vous, avait compris qu'il fallait lutter pour que le continent aille de l'avant, surtout que le continent essaye de s'entendre, c'est-à-dire les pays africains s'entendent. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on avance, et que ce n'était pas normal, malgré l'apartheid et autres, que nous soyons mais continuellement divisés. Nous nous opposons les uns aux autres et nous n'avançons pas. Donc vous êtes la reine un peu de cet événement. Et puis, je sais que vous avez le bon message pour ça. Parce que ceux qui souffrent au Mali
au Niger et naturellement au Burkina Faso, ce sont vos enfants à peu près. Ce sont des Africains, petits là-bas, femmes et hommes qui souffrent. Maintenant, vous, en tant que femme leader, femme visionnaire, quelle est votre façon de voir cette situation et comment on peut faire pour apaiser? Alors, merci pour la question. Donc, tout d'abord, je dirais, comme vous parlez de Madame Makeba, je dirais que le combat continue. Voilà. Donc là, on est dans la continuité de ce qui a été commencé. Donc maintenant, il faut voir les enjeux, l'environnement, les leviers à travers lesquels on peut pouvoir promouvoir ces États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc Paris, effectivement, c'est une place stratégique. Donc il s'agit de la 5e édition et la première édition à Paris. Donc c'est une première au sujet de l'AES. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et dire qu'à Paris, c'est une première, même en Europe, avoir un groupement de collaborateurs qui décident de mettre les pieds dans le plat pour parler ouvertement et intelligemment, de manière scientifique, diplomatique et autres, des sujets de l'AES. Je pense que nous sommes les premiers à le faire en France et en Europe. Et nous allons continuer à le faire, mais les éditions précédentes, c'était dans d'autres pays comme le Congo RDC, le Maroc et d'autres pays. Mais le sujet de l'AES, c'est une première à Paris et une première également au niveau de l'Institut. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un travail de démystification, en fait. L'AES, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses non dites, de trop dit, enfin, on ne sait pas trop où mettre de la tête. Donc, on a quand même de belles brochettes d'experts internationaux qui maîtrisent les sujets. On est accompagné par les corps diplomatiques, plus également nous en tant qu'organisateurs. Donc, il y a le cabinet Enhook, dont je suis à la tête, et également notre cher commissaire, M. Konaté, et M. Mortier, qui est le secrétaire général. Donc, on a vraiment décidé de mettre les pieds à l'étrier pour pouvoir démystifier tous les sujets autour des pays de l'AES. Donc, nos thématiques principales tournent autour, dans un premier temps, de la souveraineté économique, souveraineté financière, souveraineté juridique et bien sûr, bien évidemment, la souveraineté sécuritaire. Deuxième. Merci beaucoup. Ben, c'est justement un très beau programme. Comme vous l'avez évoqué, le sujet de l'AES est un peu au cœur de tous les débats quand on parle de l'Afrique et de l'évolution. Aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme où le continent africain est vraiment en ligne de mire pour des évolutions, que ce soit tant pour le continent, mais aussi pour les relations avec l'Europe ou le reste du monde de manière très large. Donc, ma question, c'est, comme vous l'avez dit, l'AES est un sujet qui divise beaucoup. Aujourd'hui, le 26 février dernier, on a encore appris que le Burkinabé a signé un accord de 147 millions de dollars avec Trump, ça veut dire le gouvernement de Trump. Du coup, est-ce qu'il y aura de la clarification par rapport à cela, parce qu'on voit que c'est un sujet qui divise encore plus. Vous parlez justement de la sécurité. Cet accord-là se dit être un accord sanitaire pour pouvoir renforcer justement cet aspect-là qui contribue à la sécurité de la population. Mais est-ce que dans cette conférence, ce sera justement l'opportunité d'avoir des réponses et des clés précises sur peut-être cet accord, mais aussi l'organisation de l'AES et les débouchés que ça peut apporter pour l'Afrique, mais aussi pour le monde au final. Ma question s'adresse à vous tous. C'est le commissaire répondre. Comme vous le savez, même s'il y a conflit, c'est des moments de conflit, c'est durant les périodes de conflit qu'on fait beaucoup de business. Et ça, c'est aussi important. Ce n'est pas parce que des États ont revendiqué la souveraineté, l'indépendance qu'il faut les couper totalement du reste du monde. Vous l'avez vu, il y a une organisation africaine, l'Union africaine qui a essayé, ça n'a pas marché parce qu'on est un tout, c'est comme un village. On ne peut pas écarter quelques États. Donc, il faut faire avec, il faut trouver les moyens de pouvoir coopérer avec ces États. La preuve, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, les accords n'ont pas été coupés totalement.
Donc, entre États, c'est des accords qui remontent depuis longtemps. Ce pas des choses qui se font en une seule fois. Donc, ces accords qui sont signés aussi permettent aussi de montrer qu'il y a des choses forcément qui ont été faites, même si ces choses ne sont pas totalement, ne sont pas une totale réussite, mais il y a des choses qui sont faites. Donc, pour cela, on ne peut laisser des populations dans des difficultés. Il faut venir apporter de l'aide pour aider ces populations à aller de l'avant. Vous avez vu avec des attaques qu'on entend chaque jour et là, au Mali, au Niger, au Burkina, etc. On ne peut laisser les populations dans cet état. Par ailleurs aussi, il faut dire que c'est une zone aussi très riche en termes de ressources stratégiques pour des États. Donc, venir aussi renforcer aussi leur coopération. Lorsque la force aussi de certains États diminue, ça les permet aussi de renforcer leur positionnement dans ces pays pour pouvoir aussi aller sur ces coopérations au niveau du trade des matières premières. Donc, ces accords, comme on le sait, c'est du win-win, comme on le dit. Peut-être que, comme on le dit en Afrique, souvent certains gagnent plus que d'autres, mais ça dépend de comment on négocie, ça dépend aussi de la force de frappe de tout un État. Et si on négocie bien, je pense que c'est parce qu'on a signé des accords, on gagne. On ne signe pas des accords pour perdre. Lorsqu'on perd, on se retire de ces accords. Personne n'est molesté pour pouvoir signer. Donc, vous avez vu, comme vous l'avez dit, ces accords qui sont signés, c'est vraiment venir en aide à la population. On verra comment l'État aussi va prendre cet accord, comment ils vont guider aussi pour pouvoir avancer là-dessus. Mais à ce niveau, nous, au niveau du débat, on va parler de ça, effectivement, mais aussi de tout ce qui s'est dit autour de l'AES et pourquoi le projet, d'aucuns diront que c'est un bon projet, c'est un mauvais projet, ça dépend des leaders qui sont devant et puis de la vision qu'ils impulsent aussi. Mais comme on le dit, il faut beaucoup plus d'action que de paroles. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de paroles, mais maintenant on veut beaucoup plus d'action. Les États du Sahel sont informés de votre combat et qu'est-ce qu'ils en pensent? Les 3 États du Sahel. Fanny? Madame la reine. Alors, je vais avoir la prétention de vous dire que oui, ils sont au courant, parce qu'on on a rapproché les délégations diplomatiques de chaque pays, le Burkina, le Mali, le Niger, ici en France. Nous sommes également très proches des fêtières, des associations et des hauts conseils de chaque représentation communautaire de chacun des pays. Donc après, eux aussi, ils ont leur rôle à jouer pour justement faire passer le message au niveau de leur hiérarchie. Et après, je pense que grâce à Africain, qui est une émission qui est très suivie, je pense que ça arrivera jusqu'aux autorités. Donc je pense qu'on est dans le bon créneau. Alors, il faudrait que les chefs d'État de 3 États qu'ils soient modérés. Ce que je vous dis, tout est dans la modération. On peut ne pas s'entendre un moment avec la France, mais si on sait expliquer à la France que voilà, il faut ceci, il faut cela. Vous êtes resté longtemps, par exemple, au Mali. Ça n'a pas donné ce qu'on appelle des effets de sécurité. C'est pourquoi on a demandé à ce que vous partez. C'est tout à fait normal. Mais si, entre-temps, on fait appel à la Russie, je vous le dis parce que je veux un débat clarificateur et un débat qui apporte un plus. Si, entre-temps, on remplace la France-Afrique par la Russie-Afrique, il faudrait qu'ils comprennent que la Russie-Afrique n'est pas mieux que la France-Afrique. Je le dis parce que c'est la vérité. La Russie, déjà, est dans cette guerre contre l'Ukraine. La Russie dépense beaucoup au niveau, effectivement, militaire. La Russie a très peu de matières premières compte tenu de la situation actuelle. La Russie ne peut pas aujourd'hui prétendre non seulement chasser les djihadistes, mais faire ce que les Français auraient dû faire. Donc il faut leur expliquer ça. Donc la modération, c'est quoi? C'est de dire, on vous a fait partie, mais il faut maintenant un autre type de contrat entre nous qui crée la confiance. Je vous le dis parce que c'est comme ça. Il faut créer la confiance et dire que même si vous êtes parti, on a besoin de votre technologie. On a besoin de votre savoir militaire que nous n'avons pas encore. Donc il faut trouver, et je vous le dis, quand vous les rencontrez, il n'y a pas mieux que la modération, il n'y a pas mieux que le dialogue. Et j'espère que lors des prochaines rencontres, surtout le 28, eh bien, que nous allons développer de grandes idées. Pourquoi les pays du Sahel doivent se réconcilier avec la France. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on peut espérer un jour que la France va se réconcilier avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Monsieur le commissaire général.
Je dirais oui. Comme je l'ai dit tantôt, les relations entre les pays, c'est des relations diplomatiques, c'est des relations d'intérêt. Un pays a des intérêts, n'a pas d'ennemis en tant que tel, c'est des intérêts. Si nos intérêts nous poussent à aller vers la France, les États-Unis, c'est les intérêts du moment. Et on fait avec les informations du moment et les informations du passé. Ces informations peuvent évoluer, comme on le dit en intelligence économique. Donc, pour prendre la bonne décision, il faut avoir la bonne information. Aujourd'hui, l'information que les gens ont, c'est avec cette information, qu'elle soit bonne ou pas, c'est avec cette information qu'ils ont traité. Et aujourd'hui, je pense que tout ça, ça va se calmer. Et il y a des générations qui vont venir, etc., qui vont, vous savez, au-delà de ce qui se passe au niveau politique, au niveau, je dirais, au niveau social, c'est des liens qu'on ne peut défaire comme ça. Donc, c'est des liens qui datent depuis les indépendances, avant même les indépendances. Donc, on peut essayer de dire, OK, on chasse la France, mais quand même, on continue de consommer français, on continue de parler la langue française, etc., tout ça. Donc, quand vous adoptez déjà la langue de quelqu'un, vous adoptez sa culture. Donc, à partir de là, forcément que ça va se dénouer. Et puis, ils iront sur d'autres relations. Monsieur Stéphane Mortier, la justice française vous a donné un bel exemple en mettant le bracelet électronique au pied et non, à la main de notre ami Sarkozy. Monsieur Stéphane Mortier, c'est un bel exemple. Sarkozy, quand il a fait couper la tête d'une façon ou d'une autre à Kadhafi, il ne pouvait pas s'attendre qu'un jour, la justice va lui dire ça va ouvrir la porte à plus de désordre. C'est ça, depuis la mort de Kadhafi, il n'y a pas eu de stabilité. Monsieur Stéphane Mortier, est-ce qu'aujourd'hui, les Français, si jamais les pays du Sahel demandaient à les rencontrer et à parler sérieusement pour une nouvelle coopération, est-ce que vous croyez que les Français seront d'accord? Est-ce que Macron va dire oui, j'accepte la main tendue de mes anciens amis et nous allons discuter maintenant pour l'avenir? C'est une très bonne question à laquelle je pense ne pas avoir la réponse, malheureusement. Mais on peut envisager quand même des hypothèses, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, les pays du Sahel, mais pas que du Sahel, d'ailleurs, toute la sous-région, et je dirais même l'Afrique dans sa globalité, ne doit plus avoir des relations de coopération au développement, mais des relations de coopération. On doit retirer le développement. Les pays africains ne sont pas des pays en développement, ce sont des pays tout aussi développés que les autres, mais avec des réalités qui sont différentes. Les accords de coopération, et je prends l'exemple de la coopération militaire avec les pays du Sahel, ça fait plus de 50 ans que la France a des accords de coopération militaire, et notamment en termes de formation des militaires. Comment se fait-il que les armées des pays du Sahel aujourd'hui ne fonctionnent toujours pas? C'est un échec. Donc cette coopération militaire de développement, entre guillemets, est un échec. Donc faisons un autre type de coopération avec du gagnant-gagnant et en abandonnant l'idée que l'un est supérieur à l'autre. Je pense que les militaires maliens ont autant à apprendre aux militaires français que l'inverse. Or, ça ne va que dans un sens, ou ça n'a été que dans un sens. Et je pense que l'échec, il est dû à ça. Ça, c'est la première chose. Et, alors, est-ce que les dirigeants vont l'accepter? Espérons que oui. Je pense que si nos dirigeants sont clairvoyants, ils vont se rendre compte que la situation a changé, que le monde a changé, et que si on ne s'insère pas et ne s'inscrit pas dans ces changements du monde, eh bien, on sera la dernière roue du carrosse, tout Européen que nous puissions être. Donc, il faut saisir la balle au bond, comme on dit, et dire, ben voilà, les changements sont un fait, et nous devons nous adapter à ce fait. Alors, je suis très content parce que vous parlez un peu comme les parlementaires européens qui ont visionné la remise du trophée Mireille Makeba à chaque Antenne d'or à notre ami, pas Kadhafi bien sûr, Amical Amical Cabral. Et oui, à Ignobé. Alors, c'est ce qu'il dit, nous devons nous entendre dans un monde difficile. C'est-à-dire dialoguer
et dit qu'une autre forme de coopération devient possible. C'est même une nécessité. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui pratiquement est traumatisée par le comportement de Trump et autres. C'est grave. Donc l'Afrique et l'Europe, nous devons trouver des solutions, mais réellement qui portent ce que j'appelle la voix et de l'Europe et de l'Afrique. Et je pense que votre association est bien placée pour faire véhiculer le message. Mais il y a une jeune fille qui est là, qui est témoin de tout ça, et qui doit poser d'autres questions en tant que femme engagée elle aussi, et artiste en plus. Alors, Laetitia. Oui, bah, ma question, ça va aller juste dans la continuité parce qu'on parle de coopération, on parle de développement. Aujourd'hui, on sait que le continent africain, sa population, c'est quand même la jeunesse, à plus de 80%. Donc, maintenant, j'aimerais savoir moi, je salue l'initiative parce que c'est une forme de transmission et c'est une façon d'avoir aussi un éclairage sur les sujets qui nous touchent tous de manière directe ou indirecte. Maintenant, pour cette jeunesse-là, qui représente en fait la population active et qui se représente tant dans sa diaspora que sur le continent, quelle réponse elle peut avoir de manière claire, sachant quand même on est dans un monde où l'information est diffuse très rapidement, où maintenant qu'on soit au village en fonction de la connexion ou ici, on peut avoir en instantané la même info. Quand on parle justement de coopération avec des continents qui continuent parfois d'avoir des discours peu valeureux par rapport à cette population-là, quelles sont les réponses? Et j'invite la jeunesse pour moi aussi à y participer. Qu'elle pourra trouver le 28 mars pour montrer justement que les parts d'ombre qu'on peut avoir sur ces relations, il y a des réponses, mais aussi se dire qu'on est acteur en fait, que chacun nous sommes acteurs du changement et que c'est peut-être maintenant qu'il faut prendre en main justement ce changement qu'il nous apporte et que vous mettez en lumière ce 28 mars prochain. Ok. Pour la jeunesse, je dirais que notre réponse est l'éducation. Parce que tout part d'une base éducative, parce que même l'éducation dans le traitement de l'information. Vous savez que l'information est classifiée, il y a de l'intoxication informationnelle, il y a de la désinformation, c'est vraiment la formation aujourd'hui. Parce que si nos États se trouvent là, c'est qu'une partie aussi, nous sommes responsables parce qu'au niveau éducatif, qu'est-ce qu'on met en place aussi comme structure éducative aussi pour permettre à notre continent de sortir, comme je l'ai dit, de cet état depuis longtemps. Est-ce que les systèmes sont adaptés? Donc, c'est des réflexions qui viennent parce que même quand on parle de côté social, au niveau social, s'il y a des technologies qui sont développées, pas des technologies au sens grandiose, mais des technologies de base pour permettre aux planteurs de pouvoir faire venir de l'eau, etc., d'irriguer, etc. Parce que une partie du problème aussi, c'est que sur le territoire, il y a d'autres qui se sentent exclus, il y a d'autres aussi où il n'y a pas d'accès, de facilité d'accès à certaines choses, etc. Donc, c'est beaucoup de choses qui expliquent cela aussi, cette manière ou cette réponse de certains groupes djihadistes aussi, qui revendiquent certaines choses aussi. Et puis, ce besoin d'indépendance, parce que l'indépendance aujourd'hui, dans nos pays qui sont excusez-moi du terme, des petits pays, vous divisez le Mali en deux, mais vous vous retrouvez avec quelle portion? Donc, je dirais que la réponse pour nous, c'est de les informer et de les éduquer aussi sur ce qui se passe sur le territoire, qu'ils soient au courant et aussi qu'ils aient des éléments de réponse. Et donner aussi l'espoir à notre jeunesse aussi pour leur dire qu'aujourd'hui, si nous voyons ce qui se passe, demain, il faut qu'on puisse l'éviter. Mais pour éviter cela, il faut qu'on soit éduqué, il faut qu'on soit cultivé pour pouvoir mettre en place des balises pour éviter que cela ne se répète. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça, demain, les médias vont se désintéresser, vont passer à autre chose, mais la population reste là-dedans. Comment faire pour développer les régions, comment faire pour créer de l'autonomie au niveau de la femme, de la jeunesse, etc. Notre réponse est l'éducation. C'est pour ça même au sein de l'Institut, on a un programme d'éducation qui s'appelle School Rating, qui est d'accompagner les jeunes aussi dans leurs études et aussi de comprendre aussi le monde à travers cette vision stratégique que l'Institut a mis en place. À chaque débat, c'est de parler des enjeux stratégiques du continent. Et après, on a produit un livre qui s'appelle Le manuel de l'intelligence économique en Afrique, qui permet d'aborder certains enjeux stratégiques pour expliquer ces enjeux, pour permettre aussi aux praticiens ou aux non-praticiens de comprendre ce qui se cache derrière chaque action et de pouvoir aider la jeunesse aussi à mieux s'orienter et à dire demain, tout le monde nous le dit, l'avenir c'est l'Afrique. Mais
L'avenir, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Exactement. Mieux vaut vivre son présent, qui est sûr, alors que le futur, on ne sait même pas de quoi ça sera fait. Donc, construire l'avenir, c'est vivre le présent. Et le présent, c'est s'éduquer, s'apprêter à avoir les armes nécessaires pour pouvoir combattre. Aujourd'hui, le marché du travail, les Chinois postulent en Afrique, les Américains postulent en Afrique, Ça. tout le monde postule en Afrique, vous voyez. Et aujourd'hui, quand les Africains se disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de boulot, c'est vrai qu'on doit remettre notre système en cause, mais il faut qu'on se remette en cause, puisqu'on a accès à l'information. Et qui dit l'information dit l'éducation aussi. Donc, comment on le fait? Nous, à travers le débat et à travers aussi la compréhension des enjeux globaux qui se déroulent sur le continent. Il y a quelque chose qu'il faut bien expliquer. La bonne gestion est à la base de tout. Je le dis parce que votre association est une association qui veut avancer. Il faut que les Africains, de quelque bord qu'ils soient, sachent qu'il n'y a pas mieux que la bonne gestion. Bien sûr. Et que, sans faire de politique politicienne, un mandat renouvelable une seule fois. Je sais, ça fait mal de dire il faut prendre l'habitude de faire un mandat renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que le président qui aura été élu, s'il fait du bon boulot, il fait un deuxième mandat. Et s'il ne fait pas du bon boulot, il s'en va. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Et je vais dire ça au chef d'État du Sahel, avec beaucoup de courtoisie. Il y a un chef d'État militaire qui s'appelait Amadou Toumani Touré, le Malien. Quand il a fait son coup d'État contre Moussa Traoré, il nous a consultés. Faut-il consulter d'abord? Il a dit, voilà, doyen Camara, nous venons de prendre le pouvoir. On vient de renverser Moussa Traoré. Est-ce que je continue ou qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'on appelle consulter. Il faut consulter la presse. Il faut consulter ce que j'appelle les intellectuels. Et bien on lui a dit, mais non. Ce que tu fais, tu organises des élections libres et transparentes. Tu remets le pouvoir à celui qui aura été élu. Et après, tu peux revenir. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous n'allez pas prendre le pouvoir comme ça, alors que vous n'étiez pas préparé, et dire que vous allez gouverner après Moussa Traoré. On l'a tellement convaincu qu'il a dit, ah, ça c'est un bon conseil. Je me souviens que beaucoup de militaires disaient, non, 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 il ne faut pas écouter les Lanchinés Camara, ils sont à Paris là-bas, tu gouvernes, tu ne lâches plus. Mais ATT a eu le courage de dire, non, 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 quand j'ai pris le pouvoir, c'est vrai que je n'étais pas préparé, donc je fais des élections, je le dis vite et bien. Il a fait des élections libres et transparentes. Je le dis pour que les pays du Sahel m'entendent fort et haut et bien. A été élu Konaré, Alpha Oumar Konaré, qui a enfin mis ce qu'on appelle en forme un état de droit qui n'existait pas du temps de Moussa Traoré. Et puis, quand les Maliens ont vu qu'il y a un état qui commence effectivement à fonctionner avec des lois, eh bien, les Maliens, non seulement ils ont voté massivement la première fois pour Alpha Oumar Konaré, mais ils lui ont accordé encore un deuxième mandat. Les Maliens. Ils lui ont accordé un deuxième mandat. Et ce n'est que pendant ces deux mandats qu'un Mali nouveau est né. Et chose entre-temps, Amadou Toumani Touré, il vient, il fait acte de candidature. Il dit, moi, je pense que je peux continuer à amplifier ce que Alpha Oumar Konaré a commencé si les Maliens me font confiance. Je le dis haut et fort. Eh bien, les Maliens ont tout de suite dit, s'il a remis le pouvoir une première fois à des civils, ce type, on peut lui faire confiance, c'est un bon militaire, un porteur de message. Il a fait 2 bons mandats. Je le dis pour que les États du Sahel m'entendent très bien, et que les Maliens m'entendent très bien. Et il peut me démentir si je mens. Il a fait 2 bons mandats. Le Mali était devenu un pays émergent. Je vous assure que quand on a fait la rencontre Afrique-France avec Chirac à Bamako, mais c'était quelque chose de grandiose. Donc la confiance était revenue. Les investisseurs étaient revenus. Il y avait l'électricité, il y avait l'eau. Alors ce que je veux, que mes amis
des États du Sahel s'en inspirent. Je ne leur impose pas quoi que ce soit, ils s'inspirent de ce genre de vision. Alors, le 28 de ce mois, j'espère que les représentants du Sahel seront là et qui vont vraiment apporter ce qu'on appelle un nouveau message. Maintenant, je passe la parole. Puisque je ne suis pas un dictateur, et je ne vais pas monopoliser la parole, Laetitia, si tu as des questions à poser. Oui, bah, moi, c'est simplement parce qu'on parle de l'événement. On a dit qu'il y avait un éventail d'experts de renom exceptionnels qui seront présents. Est-ce qu'on peut nous les présenter pour avoir un petit Je vais teasing laisser notre secrétaire général, Alors, grosso je modo. n'ai pas forcément tous les noms en tête parce qu'on a Oui, plus il y en a d'une beaucoup. quinzaine de spécialistes qui vont intervenir. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la plupart de ces spécialistes sont issus des pays, des 3 pays en question, soit viennent directement de là-bas, soit de la diaspora de ces pays ici. Mais nous avons aussi des experts qui vont venir du Maroc, de Guinée, de République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire. J'en oublie certainement. Et donc, on va plus loin que les C'est 3 ça. pays du Sahel. Pourquoi? Parce que les 3 pays du Sahel, c'est très bien, mais ils ont des voisins et ils ont de la coopération quotidienne avec ces voisins. Je prendrai 2 exemples. Le port de Lomé, qui est la possibilité de désenclaver le Niger. Mhm. Et donc les relations entre les 2 pays doivent être des relations de coopération franches et utiles. Deuxième exemple, la transsaharienne. On rejoint Alger à Lagos, hein, en passant par le Niger, bien sûr, avec une bifurcation à Tamanrasset pour aller au Mali, hein, à Bamako, via Goa. Donc il y a bien de la coopération qui va bien au-delà des 3 pays du Sahel. Et je dirais que de la Mauritanie à l'océan Indien d'ailleurs, et en englobant toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Hein. Et donc nous avons des spécialistes qui viennent d'un peu partout. Et nous avons pour cet événement le parrainage de M. Sambou Cissé, qui est chef d'entreprise issu de la diaspora malienne en France et qui a accepté de nous accompagner pour les mêmes raisons que ce qu'on a évoqué ici. C'est que il faut évoquer ces questions parce que ce sont des questions d'avenir, ce sont des questions stratégiques et ce sont des questions de coopération en bonne intelligence entre tous. Et du coup, pour rappel, est-ce que vous pouvez à nouveau rappeler quand même l'objectif de cette conférence, c'est de ressortir avec, j'ai l'impression, une feuille de route ou des idées plus ou moins claires sur déjà cette organisation qui est mise en place, mais de voir en fait comment chaque pays peut coopérer et au-delà. C'est bien cela. Oui, alors je vais laisser le commissaire, après je pourrai le compléter par la suite. Ok, ben, merci. Il faut dire que lors de chaque débat, notre modèle, c'est de faire sortir des livres blancs qui permettent aux États, aux chefs d'entreprise, etc., de voir la réflexion qui est faite autour pour pouvoir amorcer, comment on appelle, des dynamiques d'ensemble. Donc, lors de ce débat, puisqu'on a un pléthore d'experts qui seront là, donc chaque expert nous remet à la fin de chaque débat aussi, qu'on appelle un document sur sa vision, sur ce qu'il a dit, etc., qu'on compile ces documents avec les experts au sein de l'Institut aussi. On harmonise tous ces documents, on documente, etc., scientifiquement, et ensuite on propose aux États. Normalement, on dépose au niveau de la présidence de la République, au niveau des ambassades, pour montrer toute la réflexion qui est faite autour, parce que pour nous, il faut allier action à la parole. C'est pas juste venir parler, ça, voilà ce qui se fait au Sahel, voilà ce qui se fait pas au Sahel, c'est pas juste ça. C'est aussi donner des préconisations aussi. On n'a pas la prétention d'avoir voilà, toute la solution, mais aussi des pistes des solutions aux États, même si cette piste existe, au moins on est dans le bon schéma. Donc, on donne cette piste des solutions aussi aux États membres du Sahel, mais aussi à la population aussi pour comprendre aussi les dynamiques qui sont en cours actuellement.
Donc, je sais pas Oui, si tu tout veux à fait. compléter. Donc, en parlant des dynamiques, je vais rebondir justement sur le volet communication dont vous parliez tout à l'heure sur les différentes propagandes et les désinformations. Il y a la télé, ils ont leur propre chaîne télévisée de l'AES. Il y a la banque de l'AES. Donc, il y a une sorte de AESisation en cours qui fait qu'aujourd'hui, on voit que ils ont une vision, ils ont un plan qui mettent en place étape par étape, mais à chaque moment de leur agenda, ils arrivent quand même à nous proposer quelque chose. Donc là, avec la télé, maintenant, si vous voulez suivre l'actualité en bonne et due forme sur les pays de l'État des Sahel, Mali, Niger, Burkina, vous avez la chaîne de la Confédération de l'AES. Vous vous connectez, vous suivez toute l'actualité sur ces pays-là. Voilà. Maintenant, après, il y a il y a des télé locales, télé nationale locale. Elle aussi, elle relie. Donc, déjà, vous pouvez déjà vous contenter de ça pour avoir les informations réelles. Après, vous avez le projet financier au niveau de la banque aussi qui est en cours, qui est pratiquement à quelques secondes de la fin. Là, on attend que par un coup de baguette magique, cette fameuse monnaie apparaisse. Hein, voilà. Donc, on est quand même, on est passé quand même sur des sujets qui paraissaient assez éphémères, assez impossibles, assez rêveurs, à quand même des propositions. Maintenant, l'AES aussi, aujourd'hui, c'est une partie laboratoire de l'Afrique où il y a des propositions qui sont en cours. Et là, nous, avec l'Institut, on essaie aussi également de porter le zoom sur le bilan. Voilà. Là, il y a eu une année avec le Mali à la présidence. Là, on commence cette année avec le passement du flambeau auprès du Burkina Faso. Donc, je pense que c'est le moment, en fait, de prendre très au sérieux leurs activités et de observer et également accompagner leurs initiatives positivement. Voilà, tout simplement. Et arrêter, encore une fois, j'aime bien ce mot, mais de mystifier tout ce qui se passe autour de l'AES, parce que quand on parle de l'AES, tout de suite, c'est tabou, tout de suite, c'est conflictuel, mais c'est pas que. On peut aborder l'AES sur des sujets qui ne sont pas forcément conflictuels, qui ne sont pas forcément tabous. On peut aborder ce qu'ils font, comment et comment améliorer. Et donc, je rebondis également sur le sujet de notre parrain, M. Sambou Cissé, qui est un entrepreneur engagé de la diaspora malienne ici en France, qui entreprend au Mali, en France, en Espagne, en Gambie et dans pas mal d'autres pays à l'international, et qui a également l'engouement d'accompagner le Mali, son pays d'origine, et maintenant qu'on parle du Mali, on rattache aussi le Niger et également le Burkina Faso pour des projets de développement. Donc, dans la vision des pays de l'AES, c'était sur le volet sécuritaire et tout ce qui est autour de la diplomatie et le développement. Et l'appui, c'est la jeunesse, comme vous avez si bien dit précédemment, et également la diaspora. Donc, nous, on a quand même un représentant symbolique, qui est une personnalité malienne ici de France, qui est le parrain officiel de notre événement et qui mène des actions concrètes en France, à Paris, au Mali, à Bamako, et bientôt au Burkina, etc., etc. Donc, on est vraiment dans des sujets concrets avec des opérateurs concrets. Voilà. Et est-ce que du coup, il y aura aussi ce volet concret pour la coopération sur les visas? Parce qu'aujourd'hui, on parle que, voilà, vous avez dit les Chinois, les Français viennent en Afrique, mais est-ce qu'on aura peut-être aussi cette discussion sur les visas entre Africains pour savoir comment justement rentrer concrètement dans la coopération? Alors, comme j'expliquais précédemment, ils ont un agenda. Voilà, il y a le passeport AES, voilà. Il y a un certain nombre de choses qui font que nous, on est un peu comme vous, on n'est pas dans les confidences de l'AES. On est comme vous, chaque matin, on a les informations au même créneau que vous, c'est-à-dire peut-être que d'ici la conférence, on aura peut-être encore des nouveautés, voilà, pas dans le secret de défense, mais nous, dans ce qu'on met en place et ce qu'on propose, c'est des informations qu'on a au fil du temps, comme vous. On n'a pas une voix secrète de l'AES qui nous booste, qui nous motive. On est totalement indépendant et on a un œil observateur. Et sur le sujet des visas, pour être très honnête avec vous, on a pas mal de personnes intéressées qui font partie de ces pays de l'AES et qui rencontrent des difficultés pour venir. Et ça, c'est pas un secret défense, c'est une réalité.
Mais nous aussi, comme disait très bien le commissaire, c'est dans ces temps de crise et de difficultés que chacun va faire ses propres montages pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir venir. Et puis maintenant, on est dans l'ère du digital. Donc, bon, malheureusement, pour ceux qui ne pourront pas être présents, bah, on pourra justement projeter leurs reportages et leurs interviews sur ce qu'ils auraient pu apporter s'ils étaient Bien sûr. présents. Mais le problème des relations diplomatiques, c'est pas parce qu'on fait le débat africain le 28 que tout le monde aura son visa pour venir. Voilà. Non, mais C'est c'était un peu ça. histoire de dire ce que je comprends, c'est que cette conférence, c'est vraiment aussi une opportunité de pouvoir évoquer des challenges Tout à et fait. des problématiques. Oui. Et de ce que je comprends, avoir des solutions qui portaient aux personnes qui ont le pouvoir justement de les faire avancer ou de décider. Oui, ils seront là. Les délégations diplomatiques seront là. Et c'est leur rôle à eux aussi de pouvoir faire du lobbying au plus haut niveau sur les sujets relationnels entre les États européens et eux. Et nous, on est vraiment là pour mettre en place des vitrines stratégiques pour améliorer le climat des affaires. Voilà un débat qui va permettre de diminuer l'incompréhension entre les pays du Sahel et les pays de la CEDEAO. Je pense que le jour du débat, il faudrait que ces deux pays frères sachent qu'ils n'ont pas à se méfier les uns des autres parce qu'il y a la désinformation, parce qu'il y a de mauvais journalistes. Et vous savez qu'actuellement, la désinformation, malheureusement, est partout. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre n'importe quoi dans la tête de n'importe qui pour qu'il pense qu'il faut prendre les armes. Entre les pays du Sahel et les pays de la CEDEAO, seule la fraternité doit compter. Donc le 28, il faudrait mettre l'accent là-dessus, mais faut-il que ces chefs d'État et ces présidents de la République nous entendent? Ils n'ont rien à gagner s'ils se méfient les uns des autres. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux effectivement se mettre au-dessus d'une date et faire ce qu'on appelle le bilan, dire après tout, la Côte d'Ivoire c'est le Mali c'est la Guinée c'est le Sénégal, ainsi de suite, ainsi de suite. Mettons-nous ensemble pour avancer. Donc, c'est sur ces bonnes paroles, et j'espère que ça va se matérialiser. Le commissaire l'a dit, il ne s'agit pas seulement de parler, il faut réaliser. Ouais, J'espère que réellement entre les pays du Sahel et les pays de la CEDEAO, que ce débat du 28 de ce mois va porter ses fruits. Merci la reine, merci M. Stéphane Mortier, merci M. le commissaire Merci. de cet événement, et merci Mme Laetitia. Merci à toi. Donc à Merci. très bientôt, l'émission se termine. Rendez-vous le 20, on vous invite encore le 20 ou le 24. Le 24 mars prochain pour aller Avec plus en les- détail. Avec les mêmes têtes d'affiche. Exactement. Avec grand plaisir. Voilà. Voilà.